Donc, merci, c'est un plaisir d'être ici. Je crois, par rapport aux autres, je crois mon français, c'est pas tellement bien. Alors, un collègue suisse a toujours dit, avec la langue française, c'est comme avec ma femme. Je crois que je la comprends, mais je la maîtrise pas. Alors, et, dans ces contextes, vous m'excusez pour les fautes orthographiques qui sont là et tout ce qui est autour de ça. Je crois les premiers exposés ont déjà montré la difficulté à comprendre le contexte qui est extrêmement complexe. Et si on pense à la génétique humaine qui a autour de 340 récepteurs génétiques d'odeur et des goûts, et chacun de nous a des synapses qui sont un peu connectées, un peu différents. Alors, ça montre la difficulté que trouver une réponse à la question qu'est-ce qui se passe avec les vins dans un contexte de changement climatique. Alors, je vais vous montrer rapidement, parce qu'en fait 25 minutes, c'est pas trop, mais un défi, le défi européen au niveau un peu vu un peu plus large. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Où sont les problèmes, surtout les problèmes de la variabilité que j'ai déjà invoqués. Un peu sur l'adaptation des cépages autour des différentes stratégies sur des marchés qui sont parfois complètement découplés des adaptations des cépages. Sur le bilan hydrique et les sols qui est la partie la plus inconnue dans le contexte de discussion des changements climatiques, et à la fin, très très bref, une vision expérimentale pour l'avenir pour savoir plus que ce qui se passe dans les années qui viennent. Alors ça c'est c'est le monde du 1er décembre, c'est juste avant le sommet du climat, sur le climat à Paris. Et en fait, c'est bien pour l'Angleterre. En fait, c'est un vignoble de l'Angleterre qui est montré là. Et ça montre aussi l'exposé de la viticulture en grand public comme une culture qui est très sensible au climat, et qui est une culture qui est directement liée dans la tête de d'un grand pourcentage de la population avec le changement climatique. Bon, de où je viens, alors je viens du Nord, hein. Il y a un collègue à Montpellier, moi je passais un postdoc à Montpellier, qui m'a toujours renommé Barbare du Nord. Alors je viens du 50e degré latitude. Oui, il y a des deux. Le château Johannesberg, ça fait partie du ville de Geisenheim. Et dans certaines régions du monde, le Riesling s'appelle Johannesberg Riesling. Et c'est à cause de ça. Et normalement, on a une réputation parce qu'en fait, vous avez cette annonce pour le voyage en Canada dans votre document. Et là, il y a une image sur les raisins gelés. Alors, le vin de glace. Le premier vin de glace, en fait, c'était fait ici en 1858. Et c'était une partie de la vie. Alors, chaque année, on a produit un vin de glace. C'est nécessaire d'avoir moins 7 degrés pendant 17 heures. C'est pas trop bas comme gel. Mais le problème, sauf 2010, on aurait beaucoup de difficultés à récolter des vins de glace. Alors c'est déjà un signe de changement viticole, changement climatique. Bon, pour la plupart, il y a des études qui sont faites à une échelle très large. Et le danger avec l'échelle très large, c'est très imprécis. Et ça donne une expression, on a l'impression à beaucoup de gens que par rapport à la température, par rapport peut-être le danger des sécheresses, etc., que
c'est relativement simple à distribuer. Et ici, c'est un exemple de ça. Il y a l'index du Glynn. L'index du Glynn, c'est une somme de température qui est reliée à l'adaptation des cépages. Et si on regardait bien sur cette somme de température du Glynn, alors une somme entre 1500 et 1800, normalement, c'est ils disent c'est adapté au vin du sud-ouest. Et qu'est-ce que ça donne? Pinot Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc, même entre guillemets, mais pas Merlot, pas de Cabernet Sauvignon. Et si je regarde la distribution du cépage que vous avez ici, c'est même pas considéré pour la grande partie dans cet index climatique. Le deuxième problème, c'est cet index climatique donne des seuils, et il donne des seuils bas et il donne des seuils hauts. Et pour la plus grande partie des journalistes, excuse-moi, mais la plus grande partie des journalistes prend le seuil haut comme le seuil où on ne puisse pas cultiver ce type de cépage. Mais on ne connaît pas le seuil haut. Pour la plupart des cépages, on ne les connaît pas. Et si on passe par l'index de sécheresse pour l'Europe, vous regardez bien, alors en bleu c'est humide, en rouge ou en brun c'est sec, modéré, sec en rouge. Et si on regarde bien, mais bien sûr, toutes les régions méditerranéennes, on le sait, ils sont secs. Mais si on regarde le reste de l'Europe, ça donne quand même l'impression que dans la région, dans le sud-ouest, ou même en Bourgogne, Côte-du-Rhône, l'Alsace, etc., il n'y a jamais un problème avec l'eau. Et ce n'est pas vrai non plus. Et ça me pose le problème majeur qu'il y a des informations qui passent à l'extérieur des scientifiques qui font leur propre travail, mais pour le grand public, c'est vraiment parfois pas bonne à transmettre ce type de message parce que c'est trop imprécis. Par exemple, si le même groupe de travail a appris qu'est-ce qui c'était bien pour cultiver la vigne dans le passé, avec le plus en rouge, le plus adapté, et qu'est-ce qui va arriver dans les années qui viennent, et on va le décaler au nord. Bon, moi je ne crois pas que ça va arriver. En fait, parce qu'il y a trop des effets qu'on peut maîtriser par rapport à ma femme, qui ont pu se changer pour adapter la vigne à la cultivation. Alors, c'est trop crude. Il faut vraiment rentrer dans chaque région à une échelle beaucoup plus précise pour vraiment faire des analyses de risque pour l'avenir, ou des analyses des chances aussi, des possibilités pour l'avenir, pour savoir qu'est-ce qui puisse arriver. Alors là, on vient sur le problème de la variabilité du climat. Exemple 2013. Et ça, c'est aussi une autre notion. Si vous regardez dans le journal, ils disent 2015 probablement va être l'année la plus chaude sur la planète. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur la planète? C'est que le moyenne. Alors, je vous donne un exemple 2013. 2013, la température entre le mois de mars et mai était 1,6 degrés supérieure. Ça veut dire c'était le 8e l'année la plus chaude pendant cette période de jamais enregistrée. Mais il y a une humidité record pendant la même période pour le nord central aux États-Unis et aussi en Europe et en Russie. À la même époque, on a eu un record de sécheresse au nord du Chili, en Argentine et au nord de l'Afrique du Sud. Alors, au niveau global, ça vous donne une impression, mais au niveau des grandes régions, déjà, il y a des grandes différences. Et ce type de variabilité pose des problèmes, a fait vraiment des suggestions sur l'adaptation et aussi des projections. Ça, c'est une carte de la température entre le 1er juillet et le 23 août de 2015. Alors, l'année dernière.
Et si vous regardez bien, la partie la plus chaude, ou la décalage la plus chaude par rapport à la température, entre 2 et 6 degrés plus chaud que normal, c'était en Europe centrale, le nord d'Italie, le sud de l'Espagne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire, bon, le décalage par rapport à la température normale était beaucoup plus haut là, mais c'était quand même aussi 2 degrés dans le sud-ouest de la France. Et si la base est beaucoup plus haut, les effets puissent être beaucoup plus graves, en fait. Et si on regarde chaque année les données précipitation, température, et on a une variabilité énorme d'une année à l'autre. Il faudrait prendre les moyennes des échelles beaucoup plus larges, 10 ans, peut-être 11 ans. Et si on le fait, on regarde, on voit qu'il y a des cycles. D'abord, ça veut dire ici, c'est pour notre région, c'est le potentiel évapotranspiration. Alors, l'eau qui passe à l'atmosphère depuis les années 50 avec un modèle jusqu'aux les années 2050. Au premier, pour l'été hydrologique, ça veut dire entre mai et octobre. Et on a nettement augmentation de cette cycle hydrologique qui va passer plus de l'eau dans l'air. Par rapport aux précipitations, vous voyez, les précipitations, il y a pas mal de variabilité, mais il y a la tendance, précipitation en été, que ça descend. Si on regarde en hiver, et on a la tendance en viticulture d'oublier l'hiver. On n'oublie pas peut-être cette année-là, parce qu'il y a la floraison des amandiers, etc. Mais normalement, oui. Et si on regarde bien qu'est-ce qui se passe en hiver, il y a une augmentation de potentiel de transpiration, évapotranspiration, la perte d'eau du sol pendant l'hiver qui est important, qui a une augmentation importante. Et si on regarde les précipitations, bon, si on fait le trajet pour l'avenir, peut-être on va se croiser pour cette région particulière. Ça, c'est une chose. L'autre chose, vous avez des cycles, comme j'avais dit. Et les cycles masquent pour l'homme la tendance et les effets, en fait. Si vous avez eu, ça fait 2, 3, 4 ans, vous êtes sur un cycle où il y a la précipitation un peu plus haut, bon, tout d'un coup, les notions sont, bon, le réchauffement climatique, c'est pas si mal que ça. Mais si vous vous trouvez là dans une situation bas comme ça, bon, tout le monde dit, bon, c'est très grave le réchauffement climatique. Alors, la variabilité, il faut l'inclure dans les conclusions qu'on prend. Et qu'est-ce que ça donne? Bon, une autre image d'Angleterre, inondation en 2007, c'était au milieu d'été. Alors, le cycle hydrologique va s'augmenter, la vitesse va s'augmenter, et on peut avoir des dégâts de sécheresse et chaudage en bas à la même temps, mais dans un autre côté, on a des inondations. 2010 en Pologne, voilà, 2013, ce sont des vignes au mois de juin en Allemagne. C'était juste avant la floraison, dans certaines régions qui étaient trop proches au Rhin. Et ça, c'est le même type de vignoble. Alors, le vignoble que j'ai pris la photo en 2013, c'est là-bas. Et le vignoble, 2 ans plus tard, c'est ici. C'est le 20 août, il y a plus d'une feuille. Rien. Il y avait la sécheresse complète. Et ce type de variabilité, vous le connaissez bien, parce qu'en fait, vous êtes dans une région où ça arrive relativement souvent. Et les événements extrêmes, un des prévisions qui sont ça, vont augmenter un peu plus que ça. Alors Montpellier, voilà, prenons le bateau à la fin de septembre. Si ça arrive chez nous, on aurait des problèmes énormes avec la botrytis. Mais heureusement ici, les vendanges ne sont pas presque passées. Une des choses qui s'occupent des viticulteurs le plus, ce sont les maladies. La maîtrise des maladies, c'est vraiment un grand défi parce qu'en fait, on observe que les anciens problèmes s'aggravent, on observe que les nouvelles maladies arrivent, qu'on n'a jamais connues, on observe que la maladie du bois, par exemple, ça explose partout. On constate que les nouvelles insectes arrivent. Chez nous, bon, c'était le Drosophila Suzuki, ça fait 2 ans, il y a un ravageur
complète avec des raisins rouges et a détruit une grande partie de la vendange. Et il faut se poser la question sur les cépages résistants tolérants au minimum contre les anciens problèmes, oïdium, mildiou, etc. Ils sont là. Ils sont là, mais ils sont de bonne qualité, mais il y a une certaine hésitance de l'utiliser. Troisièmement, l'adaptation de cépages. Bon, tout le monde connaît, bon, si c'est trop froid pour un cépage, bon, il y a une imbalance sucre-arôme. Eric a parlé de ça. Est-ce qu'on est trop chaud? Est-ce qu'on est sur une imbalance de sucre-alcool, surmaturité balance? En fait, pour chaque cépage, il y a une truc qui s'appelle plasticité en biologie. Et chaque cépage a une plasticité différente. Ça veut dire, plasticité, c'est en fait, pour notre notion, c'est élastique. Mais on ne sait pas pour chaque cépage. Est-ce que le cépage X ou Y est capable à tolérer un peu plus de chaleur? Et en fait, il y avait une expérimentation en Australie qui était faite avec une augmentation de la température à l'extérieur vignoble, qui ont regardé des cépages Sémillon, Cabernet Franc, Chardonnay et Syrah. Et c'était étonnant parce qu'en fait, c'était le Chardonnay qui a répondu le plus favorable à une augmentation de 2 degrés centigrés au niveau des composés aromatiques des baies. Mais normalement, on dit, bon, les blancs, probablement, si ça chauffe, ça va être beaucoup plus problématique. Et si on revient sur l'histoire, bon, aussi, c'était évoqué, bon, il faut regarder peut-être l'histoire, par exemple, sur les rendements. Ça, c'est une partie historique d'Allemagne, de la région de Franconie. Le rendement en moyenne, c'était très très bas autour de l'année 1800. Autour des 10 à 15 hectares par hectare. Et puis après la Première Guerre mondiale, ça a augmenté. Mais si on regarde bien, 15% d'augmentation du rendement et 38% d'augmentation observée du taux de sucre sont liés à la température. Pour la plupart, c'est aussi la technique viticole, la sélection des plantes matérielles, etc. Maintenant, peut-être depuis 5, peut-être depuis 6 ans, l'augmentation au niveau du sucre probablement est beaucoup plus sur un niveau de pourcentage lié à l'augmentation de la température. Troisième partie, bilan hydrique, les sols. On sait que bon, il y a plusieurs modèles qui disent bon, pour la région méditerranéenne, ça devient beaucoup plus sec. Il y a plus de modèles si c'est plus grave au niveau de l'augmentation de la température, moins grave. Bon, de toute façon, si on regarde bien le sud-ouest, parfois, il est sous les modèles où ça va augmenter beaucoup plus vite sur un niveau de longueur des contraintes hydriques, de la période des contraintes hydriques. Mais dans certains modèles, ça ne va pas être si grave. Ça montre, pour chaque région, au niveau d'une région large, il faut vraiment rentrer dans les détails et regarder qu'est-ce qui puisse arriver avec des vignobles au niveau de la parcelle. Et pour certaines régions, bon, ce n'est pas si grave pour le sud-est, mais si vous êtes dans la Côte-du-Rhône, vous êtes par exemple dans la vallée du Rhin, et les vignes en coteaux sont très présentes. Et en fait, là, par rapport à un rayonnement global reçu par un vignoble plat, le rayonnement qui est reçu si vous avez une légère pente, c'est beaucoup plus augmenté. Et ça vous donne, c'est bien pour la qualité, on dit toujours, mais ça vous donne une chose, ça automatiquement augmente l'évapotranspiration d'eau, sans rien faire d'autre chose. Un vignoble avec une pente de 15 degrés a une augmentation en environ 100 mm d'eau. À 30 degrés, c'est déjà plus que 200 mm. Et là, le risque, même dans la même région, par rapport à des parcelles qui sont en pente ou pas de pente, ça augmente. On a fait une analyse pour toute une région, c'est une région autour de 5 000 hectares. Pour chaque parcelle, une modélisation avec un couplage de modèles climatiques qui montre pour la période
pour le milieu de ce siècle, l'augmentation des contraintes des jours avec une contrainte hydrique sévère. Sévère, ça veut dire physiologique au niveau de la plante. Et si on regarde bien, on voit qu'il y a certaines régions là qui sont très très en rouge. Et là, on peut prévoir maintenant, par exemple, l'irrigation qui va parler de ça. Alors, contrainte hydrique part au niveau de la parcelle. Et maintenant, on regardera le sol. Le sol, c'est un énigme, si vous voulez. Ça, c'est une série de données depuis 1898 qui étaient enregistrées à Potsdam et qui ont mesuré la température du sol. Par rapport à cette époque-là, aujourd'hui, la température du sol, en moyenne, dans 1 mètre de profondeur, à 1,3 degrés centigrés de plus. Et c'était encore statistiquement significatif à une profondeur de 12 mètres. Mais ça, c'est des chiffres moyennes pour l'année. Mais qui est vraiment fort, c'est à 1 mètre de profondeur, la température a augmenté dans le sol déjà entre 2,4 à 3,2 centigrés à 1 mètre depuis cette époque-là. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple, pour la matière organique, etc., dans le sol, etc. Beaucoup plus qui marche là-bas, qu'on ne connaît pas, parce qu'on connaît bien les mesures de la température d'air. Si on regarde, ça c'est une modélisation de la dynamique d'azote pour des sommes de 30 ans pour 2 différents sols. Et ça simule combien d'azote est libéré. Bon, et ce sont des journées complètement, dans 30 ans, on a créé un 1er janvier moyenne, un 2e janvier moyenne, un 7 juillet moyenne, pendant 30 ans, avec précipitation, température, etc., sur les bases de données qu'on a. Et puis après, on a simulé qu'est-ce que ça veut dire sur la minéralisation de l'azote. Si vous regardez bien à gauche, sur un sol graveleux, avec un taux en matière organique bas, il y a très peu de changements dans le sol. Mais à droite, sur un sol lisse argile avec un taux en matière organique très haut, il y a quand même un changement, beaucoup de la libération de l'azote dans le sol qui, on ne s'aperçoit pas parce qu'on ne le voit pas. Et si vous avez une combinaison température et précipitation, ça vous donne les problèmes au niveau de botrytis qui vous êtes en train à avoir mal à maîtriser dans certaines régions. Et pour l'avenir, pour finir, il y a beaucoup des facteurs qu'on ne connaît pas. On parle toujours de la CO2, concentration de CO2 qui augmente et qui est responsable pour le changement de la température, mais on connaît très très peu des effets du CO2 directement sur la plante à une échelle de champ. On a créé une infrastructure pour simuler ça à l'extérieur pour vraiment simuler le climat de l'avenir à l'extérieur avec 2 cépages, Riesling et le Cabernet Sauvignon. Pas parce qu'on pense que le Cabernet Sauvignon va être le cépage majeur pour l'Allemagne, mais pour attirer les gens à l'extérieur, des scientifiques, pour travailler sur une cépage rouge avec une très grande réputation. Et ça, c'est la dernière diapo, parce qu'il y a une autre question sur ça, le changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait avec notre travail dans les vignobles? On travaille du sol, peut-être on fait un enherbement, mais l'agriculture contribue largement au niveau des gaz de serre, à peu près 50% pour l'azote, et notre travaux au vignoble par rapport aussi un taux haut de dose en azote par rapport à un taux bas de dose en azote dans la viticulture, ça change quand même énormément l'émission de CO2 de vignoble à l'atmosphère. Et pour revenir sur une question de viticulture durable dans un contexte de changement climatique, il faut vraiment aussi cibler là-dedans pour regarder qu'est-ce qui se passe dans les vignobles, dans les différentes régions avec les différents traitements viticoles.
Et ça, on s'entraîne à regarder, c'est énormément complexe, presque si complexe que les consommateurs. Et merci pour votre attention. Je tous souhaite une très bonne année 2016 et une très bonne récolte.